bonjour tout le monde. Alors, je vais pas parler du nouveau sionisme. Je ne vais pas parler du nouveau sionisme, mais en écho aux dernières choses qui ont été dites, notamment par Selim, quand il a dit que la question du sionisme était essentielle pour parler de l'antisémitisme. Et donc, je m'inscris, je souscris à cette idée, d'autant plus que ce sont les sionistes, les militants, les forces du sionisme qui développent couramment l'idée que pas du tout, l'antisémitisme, c'est intrinsèque aux sociétés occidentales, ça ne vient pas de la politique israélienne qui n'a rien à voir là-dedans. Donc au contraire, il faut faire le lien et c'est important de travailler là-dessus. Alors là, je vais développer 3 points un peu différents, enfin qui s'enchaînent, mais brièvement. Le premier, c'est le positionnement d'Israël aux côtés d'antisémites et de régimes fascisants. Le deuxième, c'est le sionisme de sa naissance à nos jours, n'ayez pas peur, je ne ferai pas un historique, face aux enjeux actuels. Et le troisième mettra en regard les chrétiens sionistes et les juifs antisionistes américains. Alors, sur le premier point, on a entendu beaucoup d'étonnement. D'ailleurs, vous-même, au premier rang, je crois que c'est vous, non vous, qui a dit tout à l'heure que, bon, ben d'accord, Netanyahou il est parti celui qui a dit ça Netanyahou se pavane, disons, avec des gens douteux, mais comment avec des antisémites? Oui, et en quelques mots, je voudrais rappeler comment ça n'est pas complètement étonnant, même si ça nous révolte, et si la première réaction tripale est de s'indigner de ça. Donc ça fait écho à cette question. Et en fait, on peut se demander à quoi d'autre peut mener le sionisme, puisque c'est l'expression de ce qu'on peut appeler un nationalisme extrême. Et là, je rappelle des écrits que chez certains d'entre nous, enfin nous à l'UJFP, on connaît bien, ce sont les écrits de Rudolf Busch, qui est mort il y a combien maintenant, 4 ans je crois, et qui avait beaucoup écrit et beaucoup pensé, beaucoup théorisé sur le sionisme. D'ailleurs d'une façon qui était peut-être en avance par rapport à nous, et qui nous donne à penser encore aujourd'hui. Donc lui, il rappelait de manière assez claire dans un article où il s'opposait à Shlomo Sand, enfin il ne s'opposait pas complètement, mais il critiquait, qu'il disait « Le culte de la nation est l'un des éléments du nationalisme extrême, tel qu'il s'est développé sous ces 3 formes que sont le fascisme, le nazisme et le sionisme. » Alors, en quelques mots, sans vouloir faire des définitions scientifiques exhaustives, le fascisme, on peut considérer que c'est principalement une dictature interne sur la population autochtone d'un pays. Le nazisme, c'est une volonté d'éradication d'une partie de la population qui est présente, mais qui est considérée comme halogène, nuisible, inférieure, tout ce qu'on veut, les juifs, avec l'exercice parallèle d'un endoctrinement et d'une mise au pas des autochtones pour qu'ils aillent dans ce sens. Et le sionisme, c'est une volonté de cantonner, puis de repousser la population autochtone, manifestée par une population extérieure qui conquiert le pays et qui se l'approprie, avec l'appui des organisations internationales et des pays dominant le monde. Donc dans les 2 cas, du nazisme et du sionisme, il y a une même volonté de se débarrasser d'une population, de procéder dans le cas du sionisme au nettoyage ethnique, où ce n'est pas un génocide comme le génocide nazi, mais au début de la conquête sioniste, ce n'était pas évident. Mais de plus en plus, ça s'est imposé. Et on voit les commentaires qui comparent parfois, du coup, le sionisme au nazisme, du fait de cette évolution très manifeste du sionisme. Donc ce n'est pas un génocide radical, mais c'est un plan de mort lente des habitants de Gaza, entrecoupé d'assauts destructeurs qui accélèrent un peu le processus, un régime d'apartheid en Israël et un étranglement des villes et villages de Cisjordanie. Donc, une évolution inéluctable vers la fascisation qui explique le rapprochement, le copinage entre, le copinage politique, le rapprochement entre Netanyahou, Bolsonaro et d'autres gens comme ça, Orban, etc. Donc sur ce point-là, je ne vais pas plus loin. Et maintenant, ce qui concerne le sionisme et son évolution. Alors, il y a beaucoup de textes qu'on peut lire, étudier, comme ceux de Hannah Arendt, Ilana Levy, Ilan Pappé.
sur les origines du sionisme, sur son émergence et son développement dans l'Europe orientale puis occidentale du XIXe siècle. Il y a même des écrits de sionistes, comme Denis Charbit, qui est un historien du sionisme, qui a écrit une somme de 500 pages ou 800 pages, je ne sais pas, qui s'appelle « Sionisme, textes fondamentaux », que Pierre a beaucoup étudié d'ailleurs. Ça permet de se faire une idée, donc ce n'est pas inutile de retrouver toute cette historique du sionisme. Mais la question quand même, c'est est-ce qu'aujourd'hui, où Gaza est au bord de l'asphyxie et de la famine, et où on voit le duo Netanyahou-Trump qui menace l'existence même du peuple palestinien vraiment dans ses dernières limites, on se dit que cette étude du sionisme, elle ne peut logiquement que déboucher sur sa remise en cause. Alors, pour tous les tièdes qui sont, oui, on peut être sioniste de gauche, d'autres qui se disent sionistes anticolonialistes, non, il faut regarder les choses en face et voir justement par l'étude historique comment on est arrivé là et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui. Notamment Ilan Halevi, qui a écrit beaucoup de livres très instructifs. Il fait une analyse percutante, notamment dans un de ses derniers livres, ou le dernier peut-être, « Questions juives, la tribu, la loi, l'espace ». Il passe en revue tous les atermoiements de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Quand je dis atermoiements, je parle des groupes qui étaient un peu humanistes, utopistes, comme Echad Ha'am ou d'autres qui n'étaient pas forcément pour aller tous en Palestine faire la conquête, ou qui étaient d'accord pour aller faire une installation en Palestine, mais s'entendre bien avec les Palestiniens. Bon, comment ? Comme Boubert. Tout ça a été balayé, évidemment, et c'est l'appareil idéologique et les alliances européennes, occidentales, colonialistes qui ont pris le dessus à jamais. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Pas à jamais, mais jusqu'à aujourd'hui. Et alors, quand on voit la loi de l'État-nation du peuple juif, c'est en ligne directe avec cette conquête, même si beaucoup de choses ont un peu obscurci le lien au cours des années et des siècles, puisque ça fait quand même un siècle et demi. Il faut rappeler alors je ne sais plus si c'était Ben Gurion ou Sharon qui déjà parlait du transfert et de finir le travail. Aussi bien avant, mais bon, disons dans la... Ben Gurion, mais avant lui. Oui, bien avant, mais au moment de la création de l'État d'Israël et après, on est dans cette tentative de finition. Et alors aujourd'hui, où le soi-disant plan de paix Kouchner-Trump propose de supprimer la notion de réfugiés, donc évidemment le droit au retour, de disperser les réfugiés et leurs familles dans les pays arabes et d'opérer un transfert complet, donc appelé quasi-État des Bantoustans en Cisjordanie, là on est dans la suite logique, dramatique de ce qui s'est profilé depuis ce temps-là. Alors, bon, moi j'ai milité longtemps pour que l'UJFP se déclare antisioniste. J'allais à contre-temps pendant une période. Maintenant, c'est fait. Donc, je pense que c'est important. Et je ne dis pas ça pour parler de moi, mais parce que c'est vrai qu'il y a un attachement souvent chez les Juifs un peu tripal, un peu irraisonné à quelque chose qui quand même nous lie peut-être à Israël, etc. Et que donc c'est assez difficile. Et on est confronté, alors si on veut parler des enjeux aujourd'hui, on est confronté à cette difficulté de convaincre des gens qu'il n'y a pas d'autre solution que de désioniser l'État d'Israël, de transformer la situation là-bas pour que ça soit une terre, un pays où tout le monde ait les mêmes droits. Alors là-dessus, on a quelques pistes, comme par exemple lancer l'organisation d'un congrès mondial de juifs antisionistes ou asionistes qui pourrait faire avancer ces idées, et non seulement ces idées, mais un combat politique à l'échelle internationale. Et puis moi, je suis très favorable à inviter des politologues palestiniens, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont des réflexions très intéressantes qui convergent, enfin j'allais dire qui convergent avec les nôtres, c'est plutôt nous qui convergeons avec eux, comme notamment les politologues de Al-Shabaka, Noura Terrakat, qui a écrit un article il n'y a pas longtemps encore, Aïda Aid, d'autres personnes. Comment ? Il est à Gaza. Oui, Aïda Aid est à Gaza. Mais bon, je fais un lien parce que c'est des gens qui ont des réflexions importantes sur dépasser, eux aussi, ils disent dépasser la lutte contre la colonisation de la Cisjordanie, c'est pas ça le problème c'est le sionisme. Et nous-mêmes, ils disent, nous les Palestiniens, on n'a pas eu jusqu'à présent une stratégie claire, et pour cause,
la division, la séparation. Donc il est temps d'avoir un plan stratégique à opposer à la situation actuelle. Bon, mon dernier point, j'ai encore un peu de temps? Oui, bien sûr. Bon. Alors je reviens sur le cas des chrétiens sionistes. Edward Said rappelait il y a déjà pas mal de temps, 16 ans, dans un livre qui s'intitulait « Une approche palestinienne du conflit », enfin c'était pas un livre, c'était dans Culture et résistance en 2003, il rappelait que des organisations chrétiennes fondamentalistes soutenaient farouchement Israël, bon ça tout le monde le sait maintenant, mais dans une démarche au fond antisémite. Et je me suis penchée sur le mouvement protestant français, parce qu'on en parle beaucoup des évangélistes américains, on connaît un peu ce qu'ils font et ce qu'ils visent. Mais là, le mouvement protestant français, enfin parmi eux, disons, il y a des gens qui ont étudié un peu cette question et qui montrent que le sionisme chrétien précède la naissance du sionisme chez les juifs, bon ça aussi on l'a déjà entendu, au moment où des personnalités politiques en Angleterre poussaient ouvertement à la colonisation juive en Palestine, dans cette idée de restaurer le peuple juif en Terre Sainte, qu'il y soit entièrement, complètement, et qu'il puisse finalement opérer la conversion finale pour la renaissance du Christ. Alors, ce soutien-là, il a été amplifié depuis cette histoire du 19e siècle, et donc il y a véritablement un lobby de sionistes chrétiens qui a été mis en place par le pasteur John Hagin en 2006 aux États-Unis, où il y a quand même 40 millions d'électeurs, environ 200 organisations qui se disent sionistes chrétiens et qui financent par exemple l'ALIA pour des juifs qui n'ont pas d'argent, qui financent le tourisme, un projet de construction du 3e temple, enfin des choses comme ça. Ce n'est pas seulement des soutiens idéologiques, ce sont des soutiens politiques forts. Et qui font du lobbying politique auprès du gouvernement américain sur sa politique israélienne. Il faut rappeler d'ailleurs que le premier congrès des chrétiens sionistes a eu lieu en 1985 à Bâle, en écho, disons, au premier congrès, un siècle plus tôt, au premier congrès juif mondial. Et donc là, ils ont émis une déclaration en 6 points, apparemment sympathique, non à l'antisémitisme, appel aux chrétiens à reconnaître l'alliance éternelle de Dieu, etc., appel aux juifs à reconnaître l'aspect prophétique de la création de leur État, appel aux nations à rétablir leurs ambassades à Jérusalem, menace contre les pays qui s'opposent à Israël, appel aux nations à la reconnaissance de l'État d'Israël et à cesser les boycotts et autres mesures restrictives, et enfin, conclusion, prière pour la paix au Moyen-Orient. Bon, vous voyez le style enrobé, néanmoins redoutable. Alors déjà, je rappelle qu'en 1890, des pasteurs américains emmenés par William Blackstone ont présenté au président des États-Unis un mémoire intitulé « Palestine for the Jews », donc Palestine pour les Juifs, qui a d'ailleurs à ce moment-là été pas très bien accueilli par les Juifs qui étaient plutôt méfiants. Mais on doit parler aussi de la place de l'Angleterre, qui était importante dans le développement du sionisme chrétien, notamment à la suite de l'expulsion des Juifs en 1290, et après, au XVIe siècle, la réforme a essayé de restaurer le droit des Juifs en Angleterre. Bon, je passe rapidement sur plein de détails historiques comme ça que j'ai vaguement étudié, mais pas à fond. J'ai trouvé dans Mediapart un article de Jean-Marie Colère qui s'appuie très largement sur les analyses présentées par Sébastien Fath dans un livre « Le poids géopolitique des évangélistes américains ». Bon, là aussi, on a des éléments, je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus. Mais donc, indiquer aussi qu'il y a 90 millions, j'ai dit tout à l'heure 40 millions. 40 millions aux États-Unis. 40 millions aux États-Unis, mais 90 millions de chrétiens évangéliques. Oui, mais là, je vois, finalement, je n'avais pas fait attention dans mes notes, je vois là une autre note où je vois 90 millions de chrétiens évangéliques aux États-Unis, soit un tiers de la population. Non, c'est pas vrai. C'est dans le monde. Et en plus, 90 millions, ça serait... Oui, ça serait beaucoup. Donc, erreur. Et face à ça, alors maintenant, venons-en à quelque chose que j'appelle un début de désamour des Juifs américains pour Israël. C'est à peine en émergence, enfin, ça se développe un tout petit peu, et... là-dessus, moi j'ai plus de questions que de choses à apporter parce que j'ai fait quelques lectures, mais je pense que c'est un point dont on pourrait débattre et que s'il y a des gens qui travaillent profondément là-dessus, sur la nature profonde
et les tendances dans la société juive américaine, ça serait intéressant de comprendre les mécanismes. Parce que, bon, il y a environ 5 millions de juifs aux États-Unis, donc ça représente à peu près 2% de la population. C'est pas énorme, mais c'est quand même la deuxième population juive après celle d'Israël. Donc, il y a un lien avec les... D'un côté, on voit qu'ils ont un lien avec les évangélistes, mais d'un autre côté, ce qui m'intéresse plus, là, c'est une évolution, comme le montre une étude de 2018 de l'American Jewish Committee, le comité juif américain, sur les regards mutuels entre les juifs américains et les juifs israéliens. Il a observé avec cette étude qu'en 1978, il y avait une osmose assez forte, que les gens se considéraient comme de la même famille. Il y avait X% qui disaient oui, c'est mes cousins, c'est mes frères, etc. Alors qu'en 2018, donc 30 ans après, non 40 ans après, 31% des Américains et 22% des Israéliens se voient mutuellement comme pas de la même famille. Donc là, il y a eu quand même une évolution. Il y a un rôle de l'appartenance religieuse dans la possibilité d'éloignement des Juifs des États-Unis par rapport à Israël. Et parallèlement, je pense, une forte méfiance envers les dirigeants européens et autres qui sont réputés antisémites. Par exemple, le rôle de Trump est significatif parce qu'il est adulé en Israël alors qu'il est détesté quand même par pas mal de Juifs américains et pas seulement des Juifs. Mais notamment, c'est pour sa position et son action de suprématiste blanc. Et face à la hausse de ce qu'on appelle les crimes de haine qui ont augmenté de 17% en 2017 aux États-Unis, avec notamment un pic de plus de 37% d'attaques contre les juifs et des institutions juives, il y a ce doute qui s'est instauré dans la population juive américaine. 79% des électeurs juifs ont voté démocrate aux élections de demi-mandat et 71% avaient voté pour Hillary Clinton au présidentiel. Donc, même au sein d'EIPAC, donc cet organisme qui fait du lobbying de juifs puissants, disons, auprès du gouvernement américain, même là, on entend des voix qui s'élèvent contre l'extension du droit israélien à toutes les colonies. Alors bon, c'est sur un aspect que je considère vraiment limité, insuffisant, les colonies, mais disons, c'est un germe quand même de critique. Et là-dessus, c'est pour ça que je me suis demandé ce qui différencie tellement les milieux juifs américains des Français. Parce que chez les juifs français, la critique d'Israël apparaît encore largement comme sacrilège, on a vraiment du mal. Alors qu'elle est débattue quand même depuis quelques années dans les milieux juifs américains d'une manière qui progresse. Et je me suis demandé si l'impact du génocide nazi était vécu différemment. Je pensais que c'était peut-être moins présent aux États-Unis. Eh bien, pas du tout. Enfin, pas du tout. J'ai lu quelque chose de Peter Novick, qui est cité par Eric Conan dans un article un peu ancien de 2001 dans l'Express, où il montrait une inversion de la tendance aux États-Unis, où après la guerre, dans les années suivantes, fin des années 40, années 50, il y avait un peu un tabou, on gommait, enfin il y avait une tendance à gommer la dimension anti-juive du nazisme et de l'extermination, enfin pas de l'extermination, parce que ça, elle était anti-juive et anti-tzigane, mais la dimension anti-juive de la guerre en tout cas. Au nom de, on se débarrasse des fantômes mortifères. On ne veut pas parler de ça, on veut revivre autrement. Et par exemple, l'American Jewish Committee était hostile à la création d'un mémorial de l'Holocauste à New York, parce qu'il lui semblait que ce n'était pas dans l'intérêt immédiat de la communauté juive de perpétuer sa faiblesse. Mais à partir de 1973, avec la crainte de la fragilisation d'Israël après les deux guerres, il y a ce qu'il appelle une américanisation de l'Holocauste, c'est-à-dire une instrumentalisation finalement du génocide, comme on a ici aussi. Et selon lui, la génération suivante est beaucoup plus portée à la critique d'Israël à partir d'une conception du judaïsme fondée sur la justice sociale, la solidarité avec d'autres groupes opprimés. Et si on regarde une association proche de nous qui est Jewish Voice for Peace, on voit qu'effectivement, il y a eu un gros travail qui a été fait pour une évolution de la position idéologique de JVP, qui est finalement d'arriver à se dire antisioniste.